pendant ces 3 ans-là, c'est justement, tu parles de la malédiction, c'est très intéressant ça, parce que quand tu m'as demandé de reprendre la mission de Marc derrière et que Marc est venu me chercher aussi, le passage, c'était aussi de travailler sur cette malédiction dont tu parles, ou le fait d'avoir été maltraité à Tokyo, et après Tokyo. Parce que les représentations à l'époque, c'était un peu de la résignation apprise. C'est-à-dire, c'est le BMX, c'est comme ça. Non, mais les jeux, de toute façon, c'est pas représentatif. Nous, on préfère les championnats du monde. Alors, demandez aujourd'hui s'ils préfèrent le championnat du monde. Je crois que la réponse est toute vue. Elle est en tout cas différente, ça c'est sûr. Oui. Mais oui, de travailler sur ce champ lexical, on n'emploie pas des mots de n'importe comment. Les mots ont une vibration énergétique et une vibration culturelle de nos représentations, de nos croyances. Et moi, j'ai tenu, en tout cas en équipe, de travailler beaucoup sur, mais quand vous dites ça, qu'est-ce que vous dites, et de travailler justement sur la parole, sur ce changement de vocabulaire, et aussi de la manière dont on allait exprimer les choses, les uns envers les autres, et les uns avec les autres, ou les uns pour les autres. C'était important de faire ce travail-là, en équipe en tout cas. Oui, et puis moi je crois, voilà, cette histoire de triplé, donc au final, au tout départ, c'est un peu mon dada, mais parce que aussi j'étais, encore une fois, aligné avec ça. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais sonné faux. Et en fait, moi, je pensais vraiment qu'ils étaient capables de le faire. C'est-à-dire que pour moi, l'équipe, elle était capable de le faire et il n'y avait pas de raison que d'entrée de jeu, avant même qu'on ait posé les roues sur la grille, que je diminue le potentiel de perf de l'équipe en disant oui, on va prendre une médaille. Non, on va pas. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont ressenti, ta conviction, que tu l'as portée? Consciemment, je ne sais pas. Consciemment, je ne sais pas, mais au moins inconsciemment, oui. Parce que ce qui est rigolo, c'est que voilà, il y a eu des réactions diverses et variées. La première fois, moi, je leur en ai parlé 1 an et demi avant. J'ai commencé par le staff, parce que mon idée, c'était aussi de créer, au final, je ne savais pas si eux allaient prendre tout de suite ou pas. Et c'était de créer une espèce de contagion positive de tout leur environnement. Donc ça a commencé par le staff, direct, le noyau dur, puis après avec leurs entraîneurs individuels, puis un peu leurs proches, leur famille, puis après les médias, et puis qui dit les médias, dit le grand public. Et ce qui fait que moi, en ayant déclaré ça finalement, presque 2 ans avant finalement, eux, ils se sont retrouvés 6 mois avant les Jeux avec un environnement qui leur parlait que de triplé. Alors pas pour mettre la pression ou quoi, mais juste pour qui leur rappelait que ça c'était possible, qu'ils en étaient capables, etc. Enfin voilà, et donc il y a tout un environnement qui était un peu contaminé positivement. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que là, au début, les réactions, elles ont été un peu diverses et variées. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit, oui, c'est logique, puisque on est tous capables de... Il y en a qui m'ont dit, tu vas quand même un peu fort là, c'est du BMX, c'est quand même fortement improbable. Et puis d'autres qui ont carrément cru que j'étais devenu Barlow, quoi. C'est-à-dire, lui, il est complètement débile, il est parti trop loin, quoi. Et puis finalement, ce qui devient rigolo, c'est que il commence petit à petit à assumer ça quelque part. Enfin, alors pas le triplé en lui-même, encore une fois, mais quand la question leur est posée en interview, etc., ils commencent à dire oui, on peut, oui. Voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus tellement de barrières par rapport à ça. Et moi, surtout, ce qui m'a fait rire, c'est les interviews d'après-course, où finalement, tout ce qu'on leur a dit, moi, le staff, pendant 2 ans, en fait, tout est ressorti presque mot pour mot. Tout est ressorti presque mot pour mot sur les interrogations d'après-course. C'est pour ça que je parlais du champ lexical, parce que quand je parle du champ lexical, je parlais aussi dans nos réunions de staff, et évidemment la manière dont on a polarisé auprès des pilotes chacun d'entre nous. C'était un mot-clé qui, moi, me parle beaucoup et que j'ai voulu insuffler, c'était le territoire. La prise de territoire. Surtout en France. Et surtout en France. Et on n'a pas parlé beaucoup de Axel Etienne, qui donc était... Ni des remplaçants. Ni des remplaçants, et on va y revenir. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Mais d'Axel, pour qui ça a été une préparation très difficile, avec beaucoup de blessures. Et on ne lui a pas rendu hommage à la hauteur de... C'est clair. Quelle que soit la pilote qu'elle est, avec son état d'esprit, en tout cas, elle y est allée et c'était une souffrance jusqu'au bout, mais elle s'est dépassée et elle est quand même arrivée en finale.
Et donc, bon, ça a été un petit peu passé par pertes et profits, d'abord parce qu'elle n'a pas de médaille, et deux, parce qu'il y a les garçons qui font un truc fantastique. Juste avant, en plus. Juste avant. Donc ça aussi, on ne le dit pas, mais dans les coulisses, c'est compliqué de gérer cette espèce de réussite parfaite, et puis derrière, une dernière course qui dans de la difficulté quand même pour Axel à ce moment-là. Ben ouais, parce qu'en fait, alors Axel, moi c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, hein, enfin, depuis plus de 10 ans. Comment dire? C'est Nelson Mandela, je crois, qui dit que le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à la vaincre, ou en tout cas la volonté de la vaincre. Et je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire que Axel, elle n'avait pas du tout les ingrédients au moment des Jeux pour faire ce qu'elle a fait. Moi, franchement, si on m'avait dit elle va faire finale, donc c'est-à-dire de faire partie du top 8 mondial, enfin top 8 olympique, pardon. En plus pour la deuxième fois consécutive, hein, parce qu'elle y est déjà à Tokyo 3 ans avant. Voilà, si moi on m'avait dit ça le matin de la course, j'aurais signé tout de suite, hein, même si on m'avait dit elle ne prend pas de médaille. Parce qu'elle n'avait pas les ingrédients pour justement être dans ces conditions de performance, dans le sens où la piste n'était pas forcément une piste sur laquelle elle était à l'aise, ce qui n'était pas dans son profil voilà, préférentiel, on va dire, parce que c'est une athlète qui est très physique, voilà, et puis du coup, bah, là c'est une piste voilà, où il y avait beaucoup d'éléments techniques, tactiques, qui ne répondent pas forcément toujours à son pilotage. Donc, pas forcément à l'aise là-dessus. Une stratégie qu'on voulait mettre en place, qui était de la faire rouler beaucoup. On avait accès à la piste des Jeux, comme toutes les autres nations d'ailleurs. Hein, la piste, elle était ouverte au mois de juin, pendant 5 semaines, en juin et début juillet. Donc sur ces 5 semaines-là, on voulait la faire rouler beaucoup sur cette piste-là pour qu'elle soit à l'aise, justement, etc. Il se trouve qu'elle s'est blessée 15 jours avant en championnat du monde, qui était la dernière compète avant les Jeux, ce qui est venu complètement quelque part foutre en l'air cette stratégie-là de préparation. Et du coup, elle, pendant 5 semaines, elle a regardé les autres rouler sur la piste. Et du coup, là, ça a été un travail justement d'accompagnement très fort, en partie sur la dimension mentale, parce que c'est une athlète qui est en plus habituée à se blesser régulièrement, donc on avait assez de se blesser, qui avait peur après de se blesser, qui avait peur du contact, peur de la piste, donc beaucoup de peur. Et donc du coup, ce qu'elle arrive à faire, moi je l'ai vu aller à certains tours, y aller, et aller au combat, et en versant une petite larme avant quand même. Hein. Clairement, et avec Simon Marchal, son entraîneur, qui était aussi l'entraîneur national en équipe, on a fait un travail tous, toi, moi, Simon, en fait, pour la soutenir, pour la porter, on l'a vraiment portée. Une espèce de triptyque autour d'elle, entre Simon, son entraîneur, toi et moi, qui fait qu'à un moment donné, voilà, qu'elle se sente soutenue et puis qu'elle arrive à se transcender, parce que franchement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais elle s'est véritablement transcendée. Et elle a fait quelque chose que, franchement, moi, au départ, avec d'où elle partait, dans les conditions dans lesquelles elle partait avant la course, jamais j'aurais dit qu'elle serait en mesure de faire ça au final. Oui, je veux dire aussi que Tessa Martinez, qui était sa suppléante, a vraiment aussi porté Axel. On y vient, après c'est le rôle des remplaçants. Et donc Tessa, Martinez pour les filles, Arthur, Pilar pour les gars. Moi je pense que ce rôle-là de remplaçant, il est extrêmement important. Parce que je pense que c'est aussi grâce à nos remplaçants qu'on arrive à gagner des grandes courses comme les Jeux Olympiques. Je m'explique, hein, c'est que pour moi le remplaçant, ça ne doit pas être un titulaire frustré. C'est-à-dire que le rôle de remplaçant, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui se blesse pour prendre la place. Donc en gros, pour moi, le remplaçant, il doit se décentrer de sa performance à lui ou à elle et être là au soutien des titulaires pour les aider à réaliser la performance. Donc en gros, moi, le discours que je leur tiens, hein, c'est de dire est-ce que vous êtes prêts à accepter ce rôle-là? Donc par exemple, dans le cadre des filles, la question ne s'est pas posée parce que voilà, elles n'étaient pas à 100 000 à pouvoir prétendre à cette place-là. Mais Tessa l'a parfaitement assumé, cette partition-là auprès d'Axel. Et comme Arthur l'a parfaitement aussi joué, cette partition auprès des autres hommes. Mais chez les gars, ils étaient potentiellement 3 à prendre cette place-là de remplaçant. Et ça a été de les rencontrer et de leur dire que voilà, ce poste-là,
Les titulaires, à part s'il y en a un qui meurt demain, vous ne rentrerez pas sur la compétition des Jeux. Voilà votre mission. La mission de remplaçant, c'est celle-là, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est d'être au soutien des titulaires, faire en sorte de les challenger à l'entraînement, de mettre de l'énergie, de favoriser aussi les échanges et la vie de groupe, enfin voilà, d'être moteur là-dedans. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce rôle-là? Et je crois que tous, pour des raisons diverses et variées, n'étaient pas forcément toujours prêts à l'assumer, en tout cas ce rôle-là. Et Arthur, lui, je crois que s'est jamais posé la question et a été tout de suite, a répondu tout de suite présent. Donc au-delà de son niveau, parce que parce qu'il aurait pu être sélectionné. Voilà, il aurait pu être sélectionné. Il est vice-champion du monde. Enfin, il est remplaçant chez nous. Il est vice-champion du monde en 2023, champion d'Europe en 2024. Hein. Donc voilà, c'était d'apporter à la fois son niveau à l'entraînement et en même temps de l'apporter pour l'équipe. Et pas pour lui quelque part. Donc c'est une mission très délicate parce qu'il faut à la fois se tenir prêt si jamais il y a vraiment un gros problème chez les titulaires et en même temps le faire avec la philosophie que je ne rentrerai pas et du coup j'apporte ma perf, je donne ma perf au groupe. Quoi. Alors comme je les ai accompagnés, je peux en parler un peu, Tessa et Arthur, mais l'idée c'est aussi que dans cet état d'esprit, mais aussi dans l'état d'esprit d'être prêt. Oui, c'est ça. Et donc c'est cette ambivalence qui est difficile. Mais ils l'ont très bien fait. Et ça va revenir à la question du bien-être. C'est-à-dire aussi dans l'ajustement qu'on a eu chacun dans nos rôles auprès des autres pilotes. C'est pas juste une déclaration. Je suis prêt à faire ce rôle et à tenir. Il y a eu des moments d'un peu de tangage, parce que c'est normal, il y a plein d'événements qui se passent. Il y a aussi des sentiments d'avoir raté la sélection aussi à certains moments. Et tout ça a permis aussi justement qu'on ajuste tous, les entraîneurs, toi, moi, puisque je les accompagne, de faire ce travail-là pour qu'ils soient les meilleurs soutiens, à la fois pour les autres pilotes, intégrés complètement à l'équipe olympique, mais aussi qu'ils prennent pour eux tout l'apprentissage pour la suite. Et installer. Donc, parce que, par exemple, on a fait rentrer aussi un sparring un peu plus jeune, parce que le but du jeu, c'est à la fois de réaliser la perf immédiate, mais voilà, des prép olympiques, c'est alors bon là, c'était 3 ans après, mais en général, c'est tous les 4 ans. Et donc d'installer aussi quelque part les potentiels suivants. C'est-à-dire ceux qui peut-être dans 4 ou 8 ans vont être sur les postes de titulaires. Donc il y a aussi cette vision-là à avoir. Et du coup, voilà, avec justement l'apport des remplaçants, des sparring, on a réussi je trouve, en équipe, à garder cette identité de groupe, garder cette force, cette émulation, ce niveau d'intensité aussi à l'entraînement, qui fait que je pense que oui, il y a le bon travail d'anticiper à quelle heure ça va être, quel machin, oui, sauf que le bon travail, la bonne technique, c'est pas suffisant quand on veut aller chercher une médaille olympique, il faut quelque chose de plus. Donc il faut cet amalgame psychologique, il faut cette croyance. Donc, moi, mon job, c'était de donner le cap, c'est le triplé, et de l'assumer. 2, de créer les conditions pour que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y ait cet amalgame qui puisse prendre. Donc, c'est des trucs débiles, mais pareil, pas vivre les uns sur les autres en permanence. On est resté 5 semaines quasiment ensemble sur le même site. Si tout le monde est en permanence tout le temps ensemble, au bout de 15 jours, tout le monde est mort. Donc c'était d'avoir chacun des espaces, des hébergements particuliers pour que quand on se réunisse, il y ait un haut niveau d'énergie, de la convivialité, voilà. Et puis en même temps des espaces personnels pour se ressourcer, aller faire, pour certains, pour le staff en l'occurrence, un footing, un tennis, une séance de muscu, aller lire, enfin j'en sais rien, mais voilà, que chacun puisse avoir aussi une espèce de jonglage entre les temps individuels et les temps collectifs, entre les dynamiques individuelles et les dynamiques collectives. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle créer les conditions. Et puis 3, et c'est là moi où je m'appuie beaucoup sur le staff, c'est faire émerger les besoins des athlètes, faire émerger la façon dont ils voient le chemin vers l'objectif, faire émerger les conditions de performance, faire émerger, réguler le projet chemin faisant. En fait, le réguler, avoir ce projet global,
ce projet spécifique pour chacun d'entre eux et sur le collectif, et ces réglages permanents qui procèdent de la joaillerie au bout d'un moment, hein, c'est-à-dire c'est vraiment un travail très minutieux. Parfois, il y a eu des événements aussi, on a vécu en équipe de France des événements personnels pour certains qui ont été tragiques ou difficiles, et tout le monde des annonces de maladies. Voilà, et tout ça a été accompagné. Des accidents de la vie. Voilà, et on a tous été solidaires de ça, et c'était aussi mon rôle d'accompagner, de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et être solidaire. Et je reviens là-dessus parce que moi, si j'ai un enseignement à tirer des campagnes olympiques, c'est vraiment celui-là, je pense. C'est que ça, on a pu le faire aussi parce qu'on était disponible pour le faire. C'est-à-dire que, quand je dis disponible, ça va de physiquement, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu étais là tout le temps, pratiquement. Et c'est pareil pour le reste du staff, alors que d'habitude, voilà, une sélection équipe de France, c'est entre guillemets des rendez-vous ponctuels, voilà, épisodiques. C'est un peu comme une série, quoi. C'est la suite au prochain épisode. Mais quand je dis disponible, c'est qu'il y avait une stratégie. Tu parlais de prendre le territoire tout à l'heure. Je pense qu'il y avait, et ça j'y crois vraiment fort. Et Paris, ça me fait vraiment, ça me confirme dans cette conviction-là. C'est que l'année d'avant, c'était prendre le territoire par rapport à la concurrence mentale, psychologique, énergétique, enfin voilà, physique, peu importe. Prendre le territoire l'année d'avant, c'est-à-dire taper fort l'année d'avant, que les sportifs, la majorité d'entre eux soient en mesure de se présélectionner l'année d'avant, finalement, pour que l'année 2024 soit une année d'optimisation, de gestion entre voilà, les temps forts où on devait être présent et les temps justement de repos, de recul pour favoriser cet état de fraîcheur. Et je crois vraiment et du coup, passer de prendre le territoire à quelque part à tenir le territoire. Parce qu'on était en France, donc c'est tenir le territoire français. À Los Angeles, on va devoir envahir le territoire étranger. C'est encore Alors oui, on différent. peut l'entendre de deux manières. Prendre le territoire, c'est prendre le territoire sur le plan sportif. Et puis là, il y avait un deuxième aspect qui était un territoire sur le plan national. National. Hein, évidemment. Ça. Même, voilà. Los Angeles, ça va être comment on va devoir être, ou l'équipe va devoir être, comment les pilotes vont devoir être les plus français des Français aux États-Unis. Ou en tout cas les meilleurs des internationaux aux États-Unis. Ouais. Et dans tout ce qu'on a partagé là, de cette belle aventure qui, on voit, n'est pas un long fleuve tranquille et qui a demandé beaucoup de réglages, beaucoup d'investissements. Et ces petits réglages, Francisca, de 2024, ils peuvent être faits de façon très fine parce que justement tout le monde est disponible pour le faire. Et puis que ça a été anticipé, préparé, et que la base est là. Voilà, qu'il y a une base et qu'après ces petits réglages-là, voilà, en favorisant l'état de fraîcheur, tout le monde, staff, pilote, devient en mesure d'être assez finalement autonome dans les décisions et de prendre des initiatives et qui sont, voilà, la fraîcheur est bien au service de l'efficacité décisionnelle. Et la fraîcheur, c'est pas seulement de bien dormir, mais ça fait partie de bien se nourrir. De s'en tenir soutenu. Voilà, c'est toute la partie humaine, toutes les différentes parties de notre dimension humaine, qui est psychologique, énergétique et mentale. Oui, il y a les affects, il y a la parole, et puis il y a l'appartenance à le sentiment un collectif qui fait qu'on sait que quoi qu'on décide, on nous fait confiance et on est soutenu. Alors justement, je voulais peut-être, avant le mot de la fin qui sera le tien, juste aborder... On a fait un bon bilan là. On a fait un bon bilan. Bon, on l'a enregistré en plus, plus qu'à l'écrire. Je ne sais pas s'il n'y a pas de cassette. Il n'y a pas de cassette. Mais ce que je voulais dire, c'était cette notion de bien-être, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui qui apparaît beaucoup dans les médias, justement, cette histoire de bien-être. Tu dirais finalement comment tu le vois, ce bien-être, à travers cette aventure, cette dernière aventure, finalement, qu'est-ce que tu en apprends de qu'est-ce que ça peut être le bien-être quand on prépare des échéances de ce niveau-là avec cette exigence? Vous avez 4 heures. Peut-être pas, mais... Moi, là, je vais parler de moi et de mes convictions. J'ai toujours aimé jouer sur les polarités.
individu, collectif, exigence, bienveillance, soi, les autres. J'ai toujours aimé voilà, mettre en relief avec les polarités. Donc pour moi, le bien-être, c'est, alors au-delà d'être aligné avec ses croyances, ses convictions, etc., c'est peut-être alors le bien-être dans le sport de haut niveau. Dans ce contexte. Voilà, dans ce contexte-là. En tout cas, moi, vu de ma fenêtre et de mon poste de sélectionneur, sélectionneur manager finalement, c'est que tout le monde, moi le premier, hein, qu'on puisse admettre que la perf qu'on va rechercher est du plus haut niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'on va aller tout travailler dans le moindre détail, rien laisser au hasard. Enfin, voilà, c'est le plus haut niveau, les Jeux Olympiques. Chez nous, c'est le Graal de ce qu'on peut aller chercher. Donc il n'y a pas au-dessus. Donc c'est d'admettre que, voilà, qu'on soit tous au fait, de dire ça, c'est de l'exigence absolue qu'on doit avoir dans tout. Pour autant, l'exigence n'exclut pas la bienveillance, le bien vivre ensemble, le partage, le faire ensemble. Et dans un univers, on va dire, convivial, on n'est pas obligé de se tirer dessus les uns les autres, on n'est pas obligé de rendre, enfin voilà, de mettre la pression sur les gens. Donc du coup, voilà, comment on fait, moi pour moi le bien-être, en tout cas vu de mon poste dans le contexte du sport de haut niveau, c'est comment je fais naviguer le curseur entre l'exigence que demande le haut niveau, la performance de haut niveau, et la bienveillance que je peux avoir avec les pilotes, les staffs, pour les amener justement sur leur chemin singulier vers le plus haut résultat qu'on recherche. Alors c'est vrai que le haut niveau génère quand même aussi de la souffrance, des sentiments contradictoires, des injonctions paradoxales, évidemment, hein, des tiraillements. Et moi, quand je t'écoute, je me dis, bon, alors finalement, ce qu'on a fait, ou ce qui est intéressant, c'est d'inverser le process, c'est-à-dire, c'est profitons, puisque finalement, c'est le choix des pilotes. Personne ne force les athlètes, ni le staff. À faire ce qu'il fait. C'est un choix qu'il fait. Il n'est pas obligé d'aller en équipe de France et d'être soumis à cette exigence-là. À des déplacements, à, voilà, à tout ce que nécessite, voilà, à tout ce que génère. Pression, je ne sais pas, enfin, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais à des enjeux en tout cas très, très forts. Donc le bien-être dans l'absolu qui supposerait qu'on serait toujours bien, non, c'est ce que j'entends, et moi ça me paraît évident. Et donc le process est inversé, c'est profitons de ce que exige le très haut niveau et finalement la discipline qu'elle requiert pour pouvoir y arriver, pour justement, quelque part, paradoxalement, se faire du bien, puisque c'est un choix. C'est-à-dire comment finalement prendre soin de soi. Ben, c'est ça. Et puis pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, et même au-delà de ça, c'est que partir de ça, pour moi, est vecteur de perf. C'est-à-dire que finalement, c'est pareil, ça fait partie de mes convictions, c'est pour moi investiguer l'humain, agir sur l'humain finalement, et devient comment en investissant et en agissant sur l'humain, et puis sur aussi dans un groupe, dans le cadre d'une vie de groupe, sur les relations entre les uns et les autres. Comment ça devient vecteur de performance. Et même plus loin, comment en agissant sur les relations dans un groupe entre les uns et les autres, le groupe devient aussi vecteur de performance individuelle. Donc voilà, le bien-être, je pense, c'est quelque chose qui se situe, en tout cas de mon point de vue, dans le sport de haut niveau, dans ce registre-là. Quelque part, quelque chose qui ressemblerait à une évolution la plus harmonieuse possible dans un contexte paradoxal. Dans un contexte paradoxal. Et c'est ça qui est génial, c'est de jouer sur... Encore une fois, on peut faire le même paradoxe avec l'idée de discipline individuelle et résultats collectifs. Complètement. Voilà, ces polarités-là, comment on les mixe en fonction des individus qu'on a en face de nous, des situations qu'on rencontre, finalement, et puis comment on accompagne, chemin faisant. Un projet de cette nature. Ouais. On est un peu au mot de la fin, sauf si tu vois quelque chose d'autre que tu aimerais aborder. Non, pas particulièrement, si ce n'est que, comme tu le dis, la mission, on l'a tous acceptée. Donc
Donc à partir du moment où on l'a accepté, on est tous en responsabilité et puis tous en défi. C'est une mission qui est belle et c'est aussi une grande responsabilité que d'avoir de s'occuper de sportifs qui sont en mesure de ramener des médailles mondiales, olympiques. C'est une très grande responsabilité. C'est vrai, chacun dans son domaine. Mais je crois que voilà, cette aventure-là, elle est belle. Il faut que le staff, que les pilotes, voilà, tout le monde l'assume avec ce qu'il est et qu'en même temps, tout le monde arrive à se transcender lui-même ou elle-même en devenant presque des... Moi, j'ai l'impression là que sur ces 3 dernières années en vue de Paris, on est tous devenus des espèces de je sais pas moi, je ne sais pas si c'est guerrier le mot, mais de guerriers de l'impossible, en fait, de conquérants de l'impossible. Et ça s'apprend pas à l'école, c'est pas dans les formations d'entraîneurs, de managers. Voilà, donc c'est en même temps faire avec ce qu'on est et en même temps voilà, s'autoriser à devenir ce qu'on veut être. Et alors, s'il y avait une seule chose que tu aimerais envoyer vers le futur, qu'est-ce que serait cette chose-là ? Alors avant d'envoyer vers le futur, c'est déjà merci à toi, au staff, voilà, à toute l'équipe. Moi, pour ma part, c'est 10 ans à la tête de l'équipe, mais en particulier peut-être aussi ce qu'on a vécu à Paris, je pense, restera gravé à vie. Et puis surtout, je pense, nous lie quelque part à vie, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Oui. Mais ouais, voilà, tout le monde s'est attaché à nous le rappeler. La dernière fois, c'était il y a 100 ans, au jeu d'été. Parce qu'au jeu d'hiver, c'était il y a 10 ans quand même. Ils sont venus nous voir d'ailleurs. Le ski cross, ça fait partie des stratégies. Un bon moment. Ouais, c'était très cool. Donc, donc déjà, merci pour l'aventure et puis oui, le fait d'avoir parcouru ce chemin-là là, tous ensemble. Et d'envoyer vers l'avenir. Je sais pas, je pourrais faire confiance à l'univers, faire confiance, être, au-delà de faire confiance à l'univers, pareil, je parlais de moi, je pense que être authentique, pour moi, l'authenticité et le courage payent toujours. Donc voilà, d'oser être, c'est marrant ça, d'oser. D'oser être authentique, courageux dans les différents projets futurs, qu'ils soient dans le sport, ailleurs, qu'on mène et que je mène. Ça sera le mot de la fin. Merci Julien. Merci pour Francisca. Ce bon moment ensemble. Ouais, je peux me permettre Ah ben oui, on s'embrasse. Merci à toi. Merci.